Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 4 juin. Alors, j'ai mes oiseaux qui chantent, j'ai mon maire, le chanteur, qui est là comme tous les matins. C'est agréable, c'est de compagnie. Euh, j'ai mes chiens là qui sont près de moi dans leur lit. La dernière fois, j'avais parlé du général de Gaulle en disant que je trouvais scandaleux qu'on ait abîmé sa tombe. Je parlais aussi de l'admiration que mon grand-père avait pour l'homme. Mais ça n'empêche pas non plus de reconnaître les erreurs. J'ai pas eu le temps d'en parler. Mais là, je voudrais rendre hommage à tous les tirailleurs sénégalais qui ont été, comme je l'ai déjà signalé, absolument admirables dans l'armée française. Admirables. Des combattants hors pair. Il faut savoir qu'en 1944, De Gaulle a pris tous ces tirailleurs, enfin, a donné l'ordre que l'on retire aux tirailleurs sénégalais leurs armes et leurs uniformes pour les donner aux Français résistants. Parce qu'il ne fallait pas qu'on sache que les tirailleurs sénégalais avaient libéré la France, comme les Tabors marocains, comme les Algériens, comme tous ces fiers combattants, ces courageux combattants, se sont battus, mais jusqu'au sang, jusqu'à en perdre la vie, pour ce pays qui s'appelle la France. Mais la France ne leur a pas rendu hommage. Et là-dessus, le général de Gaulle s'est très très mal comporté. Ça me fait penser aussi à l'affaire Manoukian. C'était des juifs hongrois, polonais, enfin, c'était que des juifs, et qui avaient organisé un réseau de résistance. Et vers la fin de la guerre, ils ont été dénoncés par les Français. Parce qu'il ne fallait pas qu'on sache que des juifs avaient organisé la libération de la France. Là-dessus, la France est une putain épouvantable, qui est incapable de reconnaître ce qu'elle doit au sacrifice de personnes qui aiment ce pays, qui ont aimé ce pays et qui se sont battus à mort pour lui. Alors ça, l'oligarchie, cette fausse aristocratie, c'est très riche, sont vraiment des monstres odieux, et ils le sont encore. Donc nous devons apprendre à rendre hommage à ceux qui sont morts pour cette terre. Mon grand-oncle Giga, hongrois lui aussi, est tombé pendant les premiers jours de la guerre, 39-45. Il était chasseur alpin, engagé volontaire, hongrois. Est-ce qu'on rend hommage à tous ces gens, à ces Noirs, ces Sénégalais courageux? Vous savez ce qu'on a fait avec les Sénégalais courageux, une fois qu'ils se sont battus pendant 4 ans, sans cesse, comme des diables? On les a renvoyés dans un camp insalubre à Dakar, où ils attendaient leur pension pour pouvoir rentrer chez eux. C'était comme un camp de concentration, en fait. Ils étaient traités comme de la merde, ce qu'ils n'étaient pas. Et à un moment, ils en ont eu marre et ils ont réclamé leur pension. Est-ce que vous savez comment De Gaulle les a remerciés? Il a fait charger les mitraillettes et il a fait tirer sur ces hommes qui se sont battus pour nous, pour notre liberté. Liberté que nous n'avons plus, bien sûr, mais voilà, il faut savoir qui est qui. Tout comme il faut savoir que Napoléon a rétabli l'esclavage, je crois, en 1804. Et il a fait passer par le fer, en Guyane, Réunion et autres, tous ces Noirs qui s'étaient insurgés, qui avaient osé s'insurger contre le rétablissement de l'esclavage. C'est pour dire qu'il y a vraiment deux forces qui sont toujours en opposition. Vous avez le bien, puis vous avez le mal.
Je crois que j'ai le visage qui est très très brûlé. Je vais essayer de baisser un petit peu le volet. Ça devrait aller mieux. Ouais, ça va un tout petit peu mieux. Pas beaucoup, mais enfin un peu. J'espère que vous m'entendez bien. Moi je m'entends, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Excusez-moi, je ne crie pas, je suis pas un crieur, je suis pas un vendeur à la criée. Alors, deuxième chose qui est très très importante, comme vous d'ailleurs, je présente mes condoléances aux victimes de Londres. J'ai appris l'attentat hier, tard dans la nuit, grâce à mon assistante qui m'a envoyé tout de suite l'information. Je la remercie. Je l'embrasse. Donc j'ai écrit une petite introduction avant de parler du texte, enfin de faire la vidéo du texte que j'ai posté hier. La société perverse à laquelle nous appartenons a décidé de réagir et condamne ceux qui offrent de la nourriture aux plus démunis. Je sais, ça n'a rien à voir avec l'attentat, mais c'est quelque chose de très important que je voulais signaler à tous, parce que ça nous concerne tous. Aux États-Unis, en France également, ce que nous trouvons normalement humain ne l'est plus. Nous sommes rendus coupables de crimes contre la société, car aider les pauvres serait leur permettre d'avoir de la force, de se défendre contre les injustices d'un système obscène. Donc on n'a pas le droit de nourrir les pauvres ou les plus démunis. C'est un crime. C'est interdit. Alors on nous apprend dans la religion judéo-chrétienne qu'il faut savoir donner. C'est ce qu'a fait Coluche. Hein. D'ailleurs, ça n'a pas du tout plu à Madame Olga Chisama. Ah non. Ah non, non, il ne faut surtout pas donner de la force aux pauvres. Vous imaginez si les pauvres qui sont déjà hors système se révoltaient contre le système, ça serait terrible pour les riches. Alors, citoyen, toi qui me lis, qui m'écoutes parfois, n'oublie jamais que tu peux être ce pauvre de demain. Et n'oublie jamais de tendre la main à ton prochain. N'écoute pas ces lois scélérates. Elles sont faites justement pour diminuer ton pouvoir. À présent, c'était une petite parenthèse. Le nouveau drame préparé et organisé avec soin sur le pont de Londres n'est de loin pas un hasard. 7 victimes, 48 blessés. Est-ce un épiphénomène? Certainement pas. C'est une attaque mûrement préparée et pas par ceux que l'on croit, pas par ceux que l'on nous désigne. Nous assistons aujourd'hui à une guerre de combat de rue, comme ils la font en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Étrangement, avant la perversion des Occidentaux, ces combats n'existaient pas. Nous assistons à la mise en place d'un management de la terreur, et je puis vous assurer que je connais bien cette pratique. J'ai été coach, je sais très bien comment tout cela fonctionne. Tous les pays membres de l'OTAN ne mènent absolument pas une guerre contre le terrorisme, sachez-le, mais une guerre contre les peuples, là-bas et ici, et se dissimulent derrière le terrorisme. Le terrorisme, c'est vraiment la grande vitrine, c'est la vitrine formidable derrière laquelle on se cache. Puis après on dit c'est lui, non c'est lui, c'est toi. C'est ça le terrorisme. C'est pas les musulmans. Bien sûr, ils vont prendre des musulmans, mais qu'ils ont formés eux-mêmes. C'est ça le drame. Et ces musulmans deviennent les porte-paroles de ces criminels de l'humanité qui vont stigmatiser leurs propres frères. Souvenez-vous, après Charlie, les gens dans la rue, mais ils étaient prêts à écraser tous les musulmans. Ça montre que ça fonctionne même très bien. Ainsi, et nous l'avons constaté, tous les terroristes sont particulièrement connus des services de sécurité. C'est vrai, vous,
Vous êtes tout le temps en train de râler en vous disant mais qu'est-ce que fait la police? Ces mecs-là, on les connaît, on sait que c'est des assassins, que c'est des extrémistes qui sont agissants, on le sait, et puis on les laisse agir. C'est merveilleux, non? C'est cool d'être terroriste. On fait ce qu'on veut. En revanche, être citoyen, c'est plus grave. Parce qu'avec toutes les lois qui sont votées, les lois restrictives justement de la liberté, de votre liberté de circulation, de la liberté de circulation de votre argent, ça c'est imposé immédiatement, sous prétexte, bien sûr, de terrorisme. C'est pas formidable tout ça? Alors, les terroristes supposés sont tellement surveillés qu'ils ne peuvent même pas aller pisser sans que les services secrets le sachent. Alors comment font-ils pour déjouer une telle surveillance? Je vous le demande. On a les satellites, ils sont espionnés tout le temps, hein, ils peuvent rien faire. On a les satellites, on a des drones qui les surveillent en infrarouge, c'est-à-dire qu'on sent la température des corps, on sait exactement combien il y a de personnes, s'ils ont des armes, enfin, on sait tout. Les téléphones portables, bien sûr. Donc on sait absolument tout sur eux, sur leurs agissements, sur leurs mouvements, et malgré tout, ils peuvent agir. Vachement bien, non? Alors, soit le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre des Armées sont de parfaits incompétents et des complices, et alors il faudrait les virer, voire les condamner à perpétuité, soit on laisse agir les terroristes, parce qu'ils servent un but bien précis. Et c'est ce que nous allons voir. C'est pas du complotisme. Comme je te l'ai dit, hein, celui qui nous traite de complotistes, toi, ta gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu dis n'importe quoi, tu sais même pas de quoi tu parles. Mais moi, je sais de quoi je parle. Dites-vous que ces terroristes formés par la CIA, le Mossad, la France, les Britanniques, les Turcs, arrivent en France ou en Europe parce que les managers de la terreur les ont laissés passer. Souvenez-vous de ce qu'avait dit le petit Cazeneuve, là, qui avait joué dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Regardez, c'est vachement drôle, ça. Dans la première scène, quand ils sont au Tibet, on a un représentant du... il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est assez vrai, d'ailleurs. Il avait dit, oui, c'est vrai, parmi les migrants, nous avons laissé passer des terroristes. Et puis derrière, vous avez l'autre petit, Manuel qui danse la valse, qui avait dit, il faut vous habituer à vivre avec le terrorisme. Mais comment? Comment est-ce qu'un chef de gouvernement peut avoir l'outrecuidance d'affirmer que nous devrions apprendre à vivre avec le terrorisme? Mais cette espèce de couillon, j'ai rien dit. Je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Pardon Manu, hein? J'ai pas fait exprès. C'est sorti tout seul. Mais comment toi, chef de gouvernement, tu as pu dire aux Français, les gars, habituez-vous à vivre avec le terrorisme, alors que c'est toi qui devrais lutter contre le terrorisme? Pourquoi t'as jeté la liste que Bachar el-Assad les services secrets de Bachar el-Assad t'avaient envoyée, dans laquelle il y avait le nom des terroristes qui étaient prêts et disposés à faire l'attentat du Bataclan d'ailleurs? Pourquoi tu l'as jeté au panier? Tu savais. Donc tu es complice de terrorisme. Alors il y a ton copain, la Tremblote, là, qui est au Conseil constitutionnel, qui faisait de l'apologie de terrorisme en disant qu'Al-Nosra faisait du bon boulot, ce qui est un crime. Hein. Mais c'est drôle parce que la justice, pour vous, c'est jamais la même. C'est-à-dire que pour vous, tout est permis, et pour nous, les citoyens, on n'a qu'une chose à faire, c'est fermer notre gueule. C'est pas une démocratie, ça, mon pote. Ça s'appelle une dictature. Alors pourquoi? La question qui se pose, c'est est-ce que vous trouvez, toi, citoyen, est-ce que tu trouves que la France se porte bien? Personnellement, moi, je trouve que c'est la catastrophe absolue. Et c'est pour ça que j'ai écrit hier ce texte, parce que j'étais vraiment démoralisé en tant que témoin de ce qui se passe dans mon pays. À cause de vous, les politiques, vous êtes vraiment des traîtres. Il faudra qu'un jour vous soyez tous jugés, vraiment. Que vous soyez jugés par un tribunal populaire, comme en 89. Parce que quelque part, vous poussez le peuple à se révolter.
Et vous n'attendez que ça. Et vous le provoquez. Un jour, ça va arriver, ça va vous tomber sur le coin de la gueule, au moment où vous y attendrez le moins. Et il y aura des drames terribles. Et vous serez lynchés. Vous verrez. Parce qu'il se passe exactement la même chose dans le monde entier. Notre pays vient d'élire le plus mauvais des jeunes présidents du monde, mythomane, manipulateur, tricheur, banquier, bisexuel. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un jeune homme, hein, j'ai passé la vidéo. Il paraît qu'il l'a trombiné. Banquier qui se rendra incapable de relever la France, mais qui la plongera dans le plus profond désarroi en faveur de la haute finance et de Madame Olga Chisama. Ah non. Et donc, pour détourner l'attention de la population, ils ont trouvé un truc, comme celui des illusionnistes, détourner l'attention vers le terrorisme qui n'existe pas. Ben non, c'est une génération spontanée, le terrorisme. Ça sert l'État à chaque fois qu'il en a besoin. Comme l'affirme le politologue allemand Christoph Herzl, l'attentat de Charlie Hebdo est clairement un attentat manipulé par l'État. François Hollande, à cette époque, était à 13% de popularité après l'attentat. Il est passé à 29%. Bien sûr, c'est retombé. Et puis, il y a eu le Bataclan et rebelote. Et souvenez-vous qu'après Charlie et toutes les protestations populaires qu'il y a eu, Manuel Valls et son complice, hein, mon ennemi, c'est la finance, ont dépêché dans toutes les écoles de France des agents pour bien dire que les assassins terroristes du Bataclan et de Charlie Hebdo étaient bien des musulmans. Mais si c'est la vérité, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'affirmer à nouveau, de la confirmer? Pour ôter le doute? Mais s'il y a un doute, c'est que c'est vrai. Je vais vous raconter une anecdote que m'avait raconté mon père, qui a fait une révolution en 1956 à Budapest, malgré lui d'ailleurs. Parce que comme une grande partie des communistes de l'époque, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Il s'est retrouvé place de la radio à Budapest, où il y avait la population. C'est-à-dire que les étudiants avaient été chercher les ouvriers dans les usines pour leur dire que leurs enfants étaient en train de se faire assassiner par les HAVO, donc la police politique, place de la radio. J'ai fait un pèlerinage avec mon père là-bas, c'était très émouvant, il y a eu un silence de mort, enfin de sa part, c'était bouleversant. Il a vu ses copains se faire assassiner comme ça. Et en fait, la population s'était réunie sur cette place. Il y avait des femmes, des enfants, des personnes âgées, des étudiants, beaucoup. Le gouvernement avait réussi à obtenir un entretien entre un groupe d'étudiants et des officiels dans l'enceinte de la radio. Le groupe d'étudiants s'y est rendu et ils ont été fusillés sur place. Dès lors, la révolution a commencé. Ensuite, la police politique s'est mise sur le toit de la maison de la radio et a commencé à tirer sur des gens sans défense. Des hommes, des femmes, des enfants, des étudiants. Et il y a eu un siège. Parce que malgré tout, les Hongrois sont des gens très courageux. Même sans armes, ils sont restés sur place. Il y avait de la police tout autour. Et mon père a été trouver un flic qui avait son fusil. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que t'attends pour répondre? Tu vois pas qu'ils sont en train d'assassiner nos frères, là? Et le flic a répondu, mais on ne peut pas tirer. Et il a dit, pourquoi tu ne peux pas tirer? Il dit, parce qu'on n'a pas de cartouche. Nos commandants nous ont dit, la crosse de fusil, ça suffira pour la canaille. Or, la canaille, c'était ces enfants de Budapest, ces étudiants, polytechniciens, ingénieurs, architectes, tous étaient là, tous. Alors ils sont restés là, furieux. Et puis ils ont vu des ambulances arriver. Ouais.
Et ils se sont dit, mais c'est drôle, pourquoi les ambulances, elles rentrent dans la maison de la radio? Parce que c'est eux qui tirent, et c'est nous qui mourrons. Donc ils ont décidé de bloquer une ambulance en disant au chauffeur, ben tu vas prendre les blessés maintenant. Et le chauffeur, ben il avait des gouttes de sueur qui coulaient sur son visage. Alors ils ont eu un doute, parce qu'évidemment les gars, ils n'étaient pas idiots. Hein. Donc ils ont bloqué la voiture, ils ont ouvert l'ambulance, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans l'ambulance? Des armes. Alors souvent, au Moyen-Orient, on dit oui, ils ont tiré sur des ambulances. Oui, parce que les ambulances ne s'occupent pas des blessés. Hein. Elles s'occupent de porter des armes, des bombes chimiques ou je ne sais quoi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec le conducteur? Bah, ils l'ont massacré, évidemment. Et ils ont pris des armes. Et là, l'insurrection a vraiment commencé. Tout ça, c'est pour expliquer comment le pouvoir fonctionne. Le pouvoir, c'est la préservation du pouvoir. On s'en fiche de savoir qui est face à nous. On s'en fiche. À partir du moment où l'autre conteste le pouvoir, il doit être abattu. C'est la règle. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui s'est passé en 1948 en Pologne, c'est ce qui s'est passé en 1968 à Prague, et c'est ce qui s'est passé en 1956 à Budapest. Toutes ces souffrances, juste pour que Madame, c'est la même, Oligashi-sama, soit toujours en poste et contrôle la vie des uns et des autres. Alors, je reprends. Non seulement les auteurs du Bataclan d'ailleurs et de Charlie, étaient connus des services secrets, mais la carte d'identité des terroristes chez Charlie est laissée dans la voiture de ceux-ci. Aucun braqueur, même le plus minable, n'aurait abandonné ses papiers sur les lieux du crime. C'est comme le singe vert pour le sida, vous vous souvenez? Ils ont dit que c'était les Africains qui avaient eu des rapports sexuels avec des singes verts. Et donc comme ça, ils avaient, après avoir niqué un singe vert, je ne sais pas comment on peut bander en niquant un singe vert, ils vont niquer les femmes. Mais s'ils peuvent avoir des rapports sexuels avec des femmes, pourquoi est-ce qu'ils auraient un rapport sexuel avec un singe? Et vous croyez qu'un singe, ça se laisse faire? Vous avez déjà vu les macaques, là, dans les zoos? Même à la montagne des singes, en Alsace, à Kinsheim. Vous y allez? Alors, ils vont fouiller dans vos poches, ils vont monter sur vous, essayez de les toucher. D'abord, ils vous foutent une tape, ou alors ils vous mordent. Donc, il ne faut pas les toucher. Alors, imaginez, hein, un type, un Africain qui va essayer de baiser un singe vert. Non, mais je sais pas, mais il faut être malade. Hein. Il n'y a qu'un blanc pour penser à une chose pareille. Pervers. Alors, pour Charlie, les témoins, la presse, tout concorde à merveille, sans la moindre contradiction. Nous avons là les preuves logiques de la fabrication d'un attentat que l'on peut reconduire sur celui du Bataclan et de tous les autres passés et à venir. C'est Christophe Herzl qui parle de ça. Je vous donne la vidéo pour que vous puissiez l'écouter vous-même. Ainsi, dès que le système politique ne convient pas aux citoyens, se produit la mise en place d'un attentat par le gouvernement et les citoyens tombent tous dans le panneau parce qu'ils sont saisis par la peur. La peur, c'est ça, c'est l'organisation de la peur. C'est le management de la terreur. C'est ça le truc. Là-dessus, l'État en profite pour renforcer sa sécurité illusoire, puisque les attentats se perpétuent. C'est vrai, on va voter des lois, on renforce la sécurité, mais ça n'empêche pas les terroristes d'agir. Ils agissent toujours là où ne sont pas les militaires ou les flics. C'est quand même étrange, non? Souvenez-vous, au Bataclan, il y avait 6 militaires en faction avec des armes de guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont attendu les ordres qui ne sont jamais venus. Donc le ministère de la Défense est complice. Il aurait dû être jugé pour crime contre l'humanité. Mais évidemment, en France, c'est pratique. On nous fait gober n'importe quoi, ça marche très très bien. Là-dessus, donc, l'État en profite pour renforcer une sécurité illusoire puisque les attentats se perpétuent sans la moindre limitation. Des lois de restriction des libertés des citoyens sont votées au Parlement et la liberté s'estompe peu à peu en faveur de la dictature. Regardez, on a un second attentat en Angleterre. Qu'est-ce que décide le gouvernement Macron? Renforcement de la sécurité nationale, interdiction de manifester, surtout pour les législatives. C'est normal.
Personne n'est content que Macron soit président. 70% des Français sont contre. Mais pourtant, il est élu avec 30%. Mais comment est-ce que dans une démocratie, on peut fonctionner de la sorte? Comment? Ce type-là devrait être renversé. C'est pas possible. C'est pas gérable. Mais même moi, je suis incapable de dire que ce type-là est mon président. Ce n'est pas mon président. C'est un usurpateur. Le premier attentat à Manchester, qu'est-ce que fait Macron? Prolongement de l'état d'urgence. Attends mon pote, c'est en Angleterre, c'est pas chez nous? Ah, parce que si c'était chez nous, ça aurait été pire. Ouais. Le management de la terreur se met clairement en place et Macron ne se cache plus d'être le vrai petit dictateur, le vrai Bokassa de la France nouvelle. Alors pour information, je glisse des liens que vous pourrez consulter et qui vous permettront d'y voir plus clair avec le recul sur ce que c'est que le terrorisme, parce que c'est pas du tout ce que vous croyez. Regardez ce qui se passe en Syrie. On essaye de nous faire croire que Bachar el-Assad est détesté par son peuple. Je vous signale que 90% du peuple syrien est en faveur, est en faveur de son président. En France, il y avait 7% qui étaient en faveur de Hollande. Et aujourd'hui, il ne doit pas y avoir plus de 20% qui soient en faveur de Macron. Comment se fait-il que 90% du peuple syrien soit en faveur de Bachar el-Assad et que chez nous, en France, dans un pays libre, où il n'y a pas de guerre, il y a à peine 20 ou maximum 25% en faveur du nouveau faux président? Réfléchissez. Réfléchissez à tout ça. Et demandez-vous si vous vivez vraiment dans une démocratie. Il faudra peut-être qu'un jour vous vous réveillez. Je vais boire un petit coup parce que ça fait soif. Hein. Je vais remercier mes amis du Québec. Hein? Salut mes chums, moi je vous adore. J'aime bien là comme vous nous rappelez qu'en fait vous possédez le véritable accent des Français. Ouais. Vous êtes les survivants de la langue française. Et ça, c'est ce que j'adore là chez vous. Mais je vous comprends pas toujours très bien, mais parce que des fois vous avez ces expressions, mais c'est quand même super. Et puis je salue mes amis africains aussi, qui sont courageux et qui doivent se battre contre les Français, les Anglais, les Américains et même les Chinois qui viennent leur voler leurs ressources. Et qui, pour leur voler leurs ressources, inventent des terrorismes sordides, mettent en place des présidents fantoches, assassinent des présidents élus démocratiquement, corrompent la politique à un point. Je salue aussi nos amis de l'outre-mer et même de Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai des contacts aussi là-bas. Je vous remercie de me donner l'espoir que des paroles sensées pourraient un jour atteindre ces gens que je ne pourrais jamais connaître autrement. Je vais vous lire un texte maintenant, le texte que j'ai écrit hier, qui s'appelle « Les larmes du ciel sont lourdes ». C'est pas un texte drôle du tout. Alors pourquoi je l'ai écrit? Parce que j'ai découvert, grâce à un contact, à une amie, Karine, qui m'a éveillé sur le sujet, donc j'étais au courant, hein, vous le savez que je parle souvent de la puce RFID. Mais en Inde, ils sont en train de supprimer l'argent liquide. Et ils numérisent, alors ils font des fichiers biométriques, alors on enregistre les empreintes digitales, on enregistre la pupille, mais on le fait en France. Hein. Vous voulez un passeport, c'est exactement pareil. C'est ce qu'on a perdu avec les soi-disant terroristes. Hein. Mais alors c'est nous qui sommes fichés, ils connaissent notre iris, nos empreintes digitales, mais les terroristes ils passent là, pas de problème. On leur donne des nouveaux papiers, non mais ils peuvent agir, c'est merveilleux. On leur donne des téléphones portables, on leur donne tout, ils ont tout. Mais là pas de contrôle. Non, puis quand la police les arrête, ils les laissent partir, il n'y a pas de souci. Non, mais on tue les musulmans français, c'est mieux, c'est plus facile.
Ça justifie comme ça ce management de la terreur. Alors les larmes du ciel sont lourdes. Alors c'est pour ça, oui, c'est parce que ça m'a foutu la trouille. Parce que s'ils arrivent à numériser comme ça 1,3 milliard de personnes, non, 1 milliard de 100 millions, 1 milliard 100 millions d'individus en Inde, comment est-ce que nous on pourra y échapper? On ne pourra pas, ils vont nous emprisonner. Alors soit on détruit tout le système et on dit non, mais alors il faut vraiment tout détruire. Hein. Et ça ne pourra pas passer par la gentillesse, ça ne pourra pas passer par la démocratie, c'est impossible, impossible. La démocratie, la parole, la raison ne fonctionnent pas. Regardez, quand vous vous adressez poliment à un raciste ou à un terroriste, il n'en a rien à foutre. Regardez, quand vous vous adressez poliment à un policier, qui a un CRS, il vous tape de toute façon sur la gueule. Mais quel que soit votre âge, il s'en fout. On a vu des actes de violence contre des femmes, contre des hommes, contre des enfants même. Ils sont sans pitié. Et quand les citoyens, les jeunes là, qui n'en peuvent plus, sont sans pitié avec eux, ils vont pleurer, maman. Ministre, fais quelque chose contre nous, mais on ne peut plus. Mais écoutez les gars, moi je vous propose, si vous voulez rester non violent, et ben vous ramassez la merde partout sur les trottoirs, puis vous faites comme au Venezuela, vous faites des pots à merde. Et puis au lieu d'envoyer des cocktails Molotov qui peuvent tuer des gens, parce que mine de rien, ces chiens du système, ils sont français, ils ont des familles aussi. Et ils essayent de gagner leur vie. Ils obéissent parce qu'ils sont idiots. Ça, j'y peux rien. Mais balancez-leur des pots à merde. C'est tout ce qu'ils méritent. Ah oui, ça reste pacifique. Puis en même temps, ça va leur donner à réfléchir. Parce que je vous assure que quand vous êtes couvert de merde, vous réfléchissez à 2 fois. Hein. Ben oui. Parce que si vous leur envoyez des cocktails Molotov, ça va les enrager. Mais si vous leur envoyez de la merde, ça va pas les enrager, ça va les dégoûter. Qui c'est qui a envie de se prendre un pot de merde sur la tête? Personne. Ça va les faire dégueuler comme ils vous font dégueuler avec les gaz lacrymogènes. Il faut utiliser les mêmes armes, mais en étant plus intelligent. Voilà, c'est tout. Je vous donne une idée, mais comme je suis fou, vous savez bien, c'est des idées de fou. C'est pas une justification pour me mettre dans un asile, hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, je suis un poète. Ben, je poète plus haut que mon cul, c'est normal. Donc je me dis, moi, si je suis attaqué par des CRS, je leur balancerai bien ma merde. Je pense que c'est la meilleure solution. Vous n'allez pas me condamner pour ça. Ça se passe devant tout le monde peut voir ça sur Internet. Alors, je fais que répéter ce que les gens voient, c'est tout. Enfin, soyons sérieux. Un peu de sérieux, que diable. C'est par une de ces tristes journées où la lumière s'assombrit soudainement, où le vent siffle plus fort encore que le doux chant du merle noir, qui m'accompagne dans mes plus beaux moments de réflexion. Le vent est étrange ce matin. Il respire comme un moribond, phtisique tout d'abord. Il s'enflamme à tribord, puis à bâbord. C'est un vent d'est, comme une villa maudite couverte de mosaïques. Hercule vient de nettoyer les écuries d'Augias. Les larmes du ciel sont lourdes comme des pierres de glace. Le merle prend son envol et la tourterelle se réfugie dans un creux du grand cèdre de l'Atlas. Le lion à son pied se cache. Il a perdu son courage. La symphonie magnétique prend feu. C'est un ciel biblique, d'un gris tout tragique. La faune se terre dans les buissons touffus, de lauriers, que faire d'autre que de fuir ou se dissimuler? Les voilà, mes amis, qui courbent la tête. Les cigales, depuis longtemps, se sont cachées dans le creux des fentes, comme cette vieille éléphante. Allez, allez, mes amis, j'ai construit un abri en contrebas. Allez vous y réfugier, ne prenez pas la peine de me demander. Ce qui est bon pour moi l'est également pour vous. La rue de l'autre côté est vide. Les voitures se sont cachées sous le pont de Kehl. L'heure de la crème glacée est reportée. Ben oui, parce que la crème glacée à Kehl, elle est beaucoup moins chère qu'en France. Bon, j'ai rarement vu des cieux aussi angoissés, des vents aussi colériques, des arbres autant tourmentés.
Combien de temps nous reste-t-il encore? Combien de temps pourrons-nous échapper à ce déluge que ces monstres nous préparent? J'avais une république et un espoir. Ma république m'a trahi, et moi, et tout un peuple, et mon espoir se mue en désespoir. Les traîtres à la nation ont les pleins pouvoirs. Ils agissent contre l'intérêt de la majorité qui accepte, soumise chimiquement par les cieux empoisonnés, toute leur mauvaise volonté. Je suis incapable de démêler dans ma tête toutes ces pensées qui me chevauchent, toutes ces informations de débauche. J'ai cru que j'avais fait un rêve plein d'horreur, mais l'horreur est la réalité. Comme les enfants, j'ai fermé les yeux, j'ai mis mes mains devant, en croyant pouvoir disparaître un instant, en croyant faire disparaître cette réalité, mais je m'étais trompé. Elle était toujours en place comme un piège tendu pour m'assassiner moi et les autres. Alors j'ai pris conscience que j'étais ridicule, que la vie était ridicule, que mon combat pathétique était peut-être inutile. J'ai tenté de me parler à moi-même, comme je leur parle dans cette caméra, en ne sachant jamais à qui je m'adresse, en ne cherchant pas d'auditoire ni de public, mais en découvrant des âmes qui souffrent comme moi et auxquelles je parviens à faire modestement un peu de bien. Mais comment vivre dans un monde matérialiste lorsque l'on ne l'est pas? Comment fuir cette réalité maudite? Est-ce un sentiment bourgeois? Oh, sans doute. Le pauvre misérable ou le migrant africain ne se pose pas cette question. Ce qu'il veut, lui, c'est de l'argent pour envoyer à sa famille, faire fonctionner les banques malgré lui, c'est accumuler des richesses, et pour cela il est prêt à tous les sacrifices, à toutes les mauvaises actions si elles sont nécessaires, car lui n'a pas le choix. C'est pour cela que nous avons perdu d'avance, car si nous avons tout à perdre, ils ont tout à gagner et tout à prendre. Nous vivons dans un monde globalisé où les intentions des puissants nous ont montré que nous n'avons plus rien à dire, que le processus démocratique était une farce de mauvais goût. L'élection de Petit Bokassa nous prouve cette prise de conscience flamboyante. En moins de 2 ans, ils ont envoyé dans l'espace médiatique un nouveau parasite, incompétent, beau parleur, hâbleur, bonimenteur, bisexuel, d'après les révélations d'Alexis Duréo. Entre guillemets, 2 points. Moi, je l'ai connu d'ailleurs, c'était en 2013, à l'époque où j'étais dans le milieu du porno. Et forcément, j'étais invité dans les soirées libertines privées, les petites partousses privées. J'ai eu l'occasion, 3 petits points, je sais qu'il est bi ce gars-là. J'ai eu l'occasion de coucher avec lui, c'était un plan à 3. Et enfin, c'est pas le sujet, c'est que quand tu le vois dans le privé et que tu as parlé avec lui, tu te rends compte que c'est une vraie raclure. Tu te rends compte à quel point il a un mépris de ces gens, ce gars-là. C'est vraiment phénoménal. Et je peux vous le dire que j'ai eu la chance. Je suis l'un des rares Français qui a eu le privilège de lui mettre dans le cul. Et ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour le reste, il a les contribuables. Signé Alexis Duréo, dans une vidéo dont je laisse le lien. Donc je lui laisse la paternité de cette déclaration, qu'il assume complètement d'ailleurs. Alors, qui aurait élu un partouzeur inconnu du public il y a 10 ans? Qui? Ça, c'est pour montrer à quel point nous sommes dirigés par la haute finance qui décide de tout. Durant la campagne présidentielle, l'autre odieux qui profitait de l'argent public pleurait comme une fille de rue qu'on lui avait volé sa passe et qu'il était victime d'un attentat médiatique. Il s'enorgueillit même de ses 30 ans de service au service de la filouterie politique. Il aurait fallu lui faire confiance pour cela. Parce que, sous prétexte qu'il a fait 30 ans de politique, il faudrait lui faire confiance, continuer à lui faire confiance. Mais ils sont tous mouillés dans des combines dégueulasses. Lui qui faisait travailler sa Pénélope à la maison, a torché le cul de ses enfants, les enfants de ce couple admirable de mépris pour le peuple. Souvenez-vous comment cet homme s'est comporté devant ces aides-soignantes qui justement vont torcher les culs des personnes souffrantes. On verra ça dans 20 ans, quand il deviendra incontinent, s'il les traite comme ça. Mais est-ce le pire d'entre tous?
Non, c'est un parasite comme un autre. Le pire, c'est ce qui se trame, c'est le pouvoir des banques qui s'impose dans nos vies pour nous forcer à tout informatiser dans ces puces du diable, les fameuses puces RFID. Déjà dans les publicités à la télé, une banque propose de financer un étudiant entrepreneur alors que la plus grande brasserie de Liège vient de fermer à cause des taxes qui étaient plus importantes que le chiffre d'affaires. Vous comprenez ça? Une brasserie qui fonctionnait mais du feu de Dieu, avec un chiffre d'affaires mais au taquet, doit fermer parce qu'elle ne peut pas assumer le coût des charges, les taxes, les impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens travaillaient pour rien. Mais pour rien. Alors, si une grande brasserie populaire qui fonctionne doit fermer à cause des taxes, bon, c'est arrivé aussi à notre ami, là, Richard Armenant. Je vous conseille de lire son histoire tragique. Bonjour Richard, je vous salue. Eh bien, lisez son histoire tragique. C'est pareil, il avait une entreprise et c'est l'État qui lui a fait fermer alors qu'il avait de plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires par an. Mais c'est du délire. Ça veut dire que c'est l'État qui vole les petits entrepreneurs, qui les détruisent. Parce qu'ils veulent fabriquer du chômage, ils veulent fabriquer de la crise économique, ils veulent rendre pauvres les gens pour aller en guerre, pour bombarder avec des produits toxiques, pour vacciner de force. C'est pour ça que ça fonctionne. D'ailleurs, au Yémen, il y a des épidémies de choléra. On se demande pourquoi. Je vous signale que c'est la guerre entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Et comme les Saoudiens sont des lâches, parce que quand ils se retrouvent à terre face aux Yéménites qui se battent pour leur pays, ils détalent, mais ils détalent comme des lâches. Alors ils sont obligés d'avoir un backup d'Israël. Ah bah oui. Ah non, non, c'est pas de l'antisémitisme, je vous assure. C'est juste des accords entre des pays amis. Alors il faut se demander pourquoi il y a ces épidémies. Si elles ne sont pas provoquées, c'est très facile de provoquer une épidémie. C'est très très facile. Très facile. Bon. Alors je vous le demande. À quoi bon investir dans une Europe qui cannibalise ses entrepreneurs et qui les attache à une chaîne comme un bon chien à sa niniche? Il n'y a plus d'entreprises, elles ne fonctionnent plus. Elles ne peuvent plus employer, elles ne peuvent plus payer les gens. Ça ne marche plus comme ça. Le second point est la notion de raison d'État, qui devra justifier tous les crimes d'État. Les attentats, les meurtres, les assassinats de sonneurs d'alerte, pour rendre le public encore plus aveugle et aveuglé par les mensonges médiatiques. Parce que les médias, pour le mensonge, alors ça, c'est à l'unisson. Une série télévisée est désormais diffusée sur ce thème. Il faut justifier l'envie d'assassiner de nos chères têtes blondes et leur donner tous les droits pour le faire. Alors ils jouent sur la PlayStation à tuer les gens, tac, 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 Xbox, j'en sais rien. Là, ils s'amusent là-dessus. Et maintenant, on va valider ça. Alors petit, tu veux continuer à tuer des gens sans problème? Eh bien, tu vas travailler pour nous. Et puis, ça sera une raison d'État. Tu pourras tuer celui-là parce que celui-là, c'est méchant. Il est en train de dénoncer l'État. Si c'est méchant, celui-là. J'ai dit, boum, boum, et tu le tues. Eh bien, tu auras une médaille. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Tiens, ce matin, avant l'orage, j'avais ce beau maire, le chanteur, qui me gratifie de son merveilleux chant au quotidien. Vous l'entendez, là? C'est lui. Il est beau, ravissant même. Il se met face à ma fenêtre et me chante sa sérénade enchanteresse. Sur une branche, face à lui, une tourterelle. Et ce soir, un couple de tourterelles et de pigeons ramiers. Il ne s'interroge pas sur la vacuité de la vie, sur les magouilles des assassins politiques, sur les malversations des banquiers qui devraient être en prison, comme en Islande, ni sur l'organisation diabolique qui détruit la société que nous avons connue, surtout notre génération, et pour nous empêcher de nous éveiller et laisser la suivante s'accrocher à la vie et aux faux principes. Ils sont en train de nous sacrifier et vous ne vous en rendez pas compte. Ils sont en train de nous assassiner. Tout autour de vous, des gens ont la maladie d'Alzheimer, de Parkinson. Ils ont des maladies neurodégénératives. On se demande d'où ça vient. Comme par hasard, c'est à cause de l'aluminium. Mais comment croyez-vous qu'ils masquent le soleil? Si ce n'est avec de l'aluminium, du barium, du strontium, avec des métaux lourds. Et donc ces métaux lourds, qui sont des métaux lourds qu'on trouve dans la radioactivité, dans les bombes atomiques par exemple, eh bien ces métaux lourds, ces poussières de métaux lourds qui nous imposent, eh bien ça nous assassine. Oh, je ne suis pas le seul à le dire, je vous rassure. Ils ont, avec Claire Sévrac, qui le disait, mais ils l'ont assassiné au polonium.
moi j'attends mon tour, hein, comme tout le monde. Hein. C'est logique, dès qu'on dénonce, mais heureusement, il y a de plus en plus de scientifiques qui dénoncent, sauf Nicolo Bubla, cette espèce d'immense imbécile, ce traître à la nation, qui prétend que ça n'existe pas. Heureusement qu'il est au gouvernement, c'est vrai. Le gouvernement des assassins. L'humanité est un ensemble, un tout. Elle ne peut être fragmentée que pour une mission, celle de la détruire. Alors pourquoi fragmenter l'humanité? Mais c'est très simple. On va opposer les musulmans aux chrétiens, les juifs aux musulmans. Et puis plus on fragmente cette humanité, plus les énergies positives, elles explosent, on n'en trouve plus. On trouve que des énergies de haine, de colère, de vengeance, de mort, de volonté de mort. Mais il faut écouter les extrémistes de droite, hein, quels qu'ils soient, hein, que ce soit les extrémistes de droite ici, là-bas ou ailleurs, que ce soit des juifs, des extrémistes de droite musulmans, c'est tous pareil, c'est que de la haine, c'est que de la haine et de la destruction. La domination des uns sur les autres crée la haine et le conflit qui engendre de la haine et du conflit sans jamais trouver de solution. L'injustice crée le remords. C'est la première fabrique du terrorisme qui se justifie par l'injustice subie. Imaginez que vous soyez un enfant syrien et que votre papa, votre maman, vos frères et vos sœurs ont été soufflés par un obus qui a été mis dans les mains des islamistes par la CIA, par la France, par l'Angleterre, par le Mossad, par Israël, par la Turquie. Imaginez ça un instant. Et que vous grandissez dans cette haine d'avoir perdu ceux que vous aimez et qui vous ont aimé. Mais vous devenez aisément un terroriste. Comment devenir autre chose? Alors qui est le coupable? Celui qui a lancé la bombe ou le Nazgûl terroriste? Regardez, mon Nazgûl est devenu un islamiste. Hein? C'est pas beau ça? Mais quand vous retirez le masque, le Nazgûl est toujours en place. Essayez de comprendre que le terroriste, c'est le Nazgûl déguisé. L'assassin, c'est le pouvoir, toujours le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir de fabriquer des bombes. C'est lui qui a le pouvoir des armes. C'est lui qui a le pouvoir de les distribuer, d'aller les amener où il veut. On sait bien que sous le gouvernement Hollande, on a envoyé des hélicoptères pleins d'armes pour Boko Haram. On le sait. Ça a été publié par les Américains. Ça a été publié par les Anglais. Comme par hasard, ça n'a pas été publié en France, ou très peu. C'est drôle, non? L'injustice crée le remords. C'est la première fabrique du terrorisme qui se justifie par l'injustice subie. Et ceux qui ont conçu l'horreur entretiennent celle-ci pour justifier le terrorisme en mettant dans la main des victimes captagonisées les armes de destruction massive, les automobiles, les camions fous, les bombes et bientôt les bombes chimiques qui éclateront au cœur des marchés de Noël et des fêtes foraines. Tous les attentats sont commis par les maîtres et jamais par les esclaves qui en sont les premières victimes. Et comme par hasard, ça ne touche que des victimes civiles. Jamais les petits Macron et leur bande de petits mignons, là, jamais. Ces gens-là ne risquent rien, rien. C'est nous les victimes, c'est nous les connards. Ça ne vous pose pas de questions? Et après, vous vous étonnez que ces gens-là ont du mépris pour nous? Mais parce que nous sommes leur chair à canon. Comment l'humanité a-t-elle pu tomber si bas? Comment les hommes ont-ils sombré dans la bêtise absolue de remettre leur vie entre les mains des manants et des voyous qui nous gouvernent? Mais regardez Mélenchon, mais on l'entend plus, Mélenchon. Hein? Le grand tribun, où es-tu, Mélenchon? Hein? Où sont tes couilles? Pardon. Mais moi, je les vois plus. Ah, Asselineau, vous allez me dire. Mais Asselineau, on l'entend pas, mais parce que parce qu'il est censuré. Parce qu'on ne le laisse pas passer. C'est pour ça. Mélenchon, il a compris que de toute façon, quoi qu'il fasse, il ne pourrait pas gagner. C'est pas possible. Alors on le laisse avec on laisse député, il va être élu, ça c'est très bien. Parce qu'on a besoin d'une voix discordante. Mais jamais, jamais ils vont le laisser aller plus loin. Jamais. Comprenez, et il le sait. C'est là où il y a une hypocrisie. Le jour où Mélenchon dira sincèrement « Je sais où est ma place et je sais où est la vôtre » et qu'il cessera de donner des faux espoirs aux gens, alors je lui ferai confiance à nouveau. Mais pas avant. Pardonnez-moi.
Il faut que vous arriviez à décomposer le système politique. Il faut que vous arriviez à décomposer le mensonge. Il faut que vous remettiez en marche le cerveau. Parce que vous êtes intelligent. Vous avez l'intelligence. Ils vous ont abêtis. Sortez de cette bêtise. Plongez-vous dans des œuvres spirituelles. Ouvrez-vous. Cessez d'être cons parce que vous les servez. Que chacun sache que celui qui entreprend d'exposer la vérité de la société au plus grand nombre doit inévitablement s'attendre à ce que son projet d'éveil soit impossible pour la grande majorité, car il est question de principes de pensée qui sont admises par le plus grand nombre dans notre société, rendus inaccessibles pour de nombreuses raisons. Ça veut dire que les gens comme moi qui essayent de vous éveiller, eh bien on va les laisser parler parce que ça sert l'oligarchie, madame oligarchie ça va. Mais en même temps, jusqu'à un certain stade. Et à partir de ce stade, ils vont soit m'éliminer de façon X ou Y pour que je ne parle plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Sachez-le. Alors sauvegardez mes vidéos, sauvegardez-les, sauvegardez mes textes, sauvegardez ce que je dis. Mettez ça sur un coin de votre disque dur, parce que ça va disparaître. J'ai un ami qui traduit toutes mes vidéos en MP3. Et comme ça, il peut les écouter dans sa voiture. Eh bien, faites-vous une clé USB. Parce que bientôt, elles seront supprimées, vous verrez. Nous devons faire face à l'absolu mensonge social développé par les médias, les laboratoires pharmaceutiques, l'industrie chimique, les lobbies de l'alimentation, ceux de la politique et de la presse putain de Babylone au service de la bête, qui retourne au quotidien le citoyen par un hypnotisant mensonge qui s'acharne à empêcher l'homme de prêter attention à la vie profonde de son âme. Ils sont en train de vous détacher de votre âme, ils sont en train de vous effrayer à mort. Ne tombez pas dans ce piège. Regardez les Libanais, ils savent très bien que demain, ou aujourd'hui, en prenant un café sur une terrasse, ils peuvent exploser par un attentat. Ils le savent. Alors vous savez ce qu'ils font? Ils vivent pleinement la vie. Ils partagent tout, ils font tout. C'est ça les Libanais aujourd'hui. Eh bien, faisons comme eux. Nous ne devons pas souscrire aux paroles de cet enfoiré qui nous a dit « Vous devez apprendre à vivre, vous allez devoir apprendre à vivre avec le terrorisme. » Ta gueule! Ferme ta gueule! On ne doit pas apprendre à vivre avec le terrorisme. Toi, tu dois apprendre à défendre ton peuple. C'est ça que tu dois apprendre. Parce que c'est pour ça que tu es élu. Et si tu n'es pas capable, tu dégages. Et là-dessus, j'espère que Dieudonné va gagner. Parce que ce sera vraiment une belle revanche. Après tout ce que cet homme a subi. Non mais vous vous rendez compte? Dieudonné, parce qu'il a fait un sketch avec son ami d'enfance, un juif. Ils se sont incarnés tous les deux en juifs. Alors, il y en a un qui est stigmatisé et pas l'autre. Mais c'est une honte. Mais Elie Semoun devrait être interdit d'antenne. Il a fait le sketch avec son copain. Et après, vous vous étonnez qu'après 148 procès, Dieudonné, ils n'en peuvent plus et ils se vengent. Mais c'est exactement le même système qu'avec les enfants qui perdent leur famille à cause des actes terroristes ou des snipers américains déguisés en terroristes. C'est exactement la même chose. Il faut arrêter. Alors si Dieudonné gagne, ça serait une belle victoire pour lui. Exactement. Parce que là, Manuel Valls, et le pouvoir, et le CRIF, et tout ça, parce que tout ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est une cabale qui a été fabriquée. Et ce qui est illogique, c'est que Semoun, lui, il continue à faire des spectacles. Bon, pas de très bonne qualité, ça, j'en conviens, il ne me fait pas rire du tout. Malheureusement, j'ai bien aimé son disque. C'était très doux, c'était très agréable. Mais pour le reste... on ne peut pas parler de grand humoriste, il existait grâce à Dieudonné, parce que le grand humoriste français, c'est Dieudonné. Je suis désolé, hein. C'est un génie du rire, ce type. Il est extraordinaire là-dessus. Donc, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas à dire. Il faut savoir isoler l'homme des idées. C'est tout. Et c'est un très très grand artiste. Un excellent écrivain. C'est la séparation du corps de pensée, de son âme et de son corps physique
qui se laisse embrigader dans les croisades les plus folles, sans tenir compte un seul instant de la raison humaine, celle qui surpasse toutes les autres. Demeurez sourd aux voix de l'âme, c'est-à-dire ne plus laisser votre raison penser, votre âme exister, c'est accepter la soumission de son être à l'État-nation, au laboratoire qui impose des vaccinations comme étant bonnes pour la santé et qui en fait détruisent cette santé. Est-ce que vous savez qu'en Suède, on respecte les parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants? Est-ce que vous savez ça? En France, on vous met en tôle ou on vous enlève votre gosse parce que vous voulez l'épargner, vous voulez le sauver. Et après qu'ils vous l'ont enlevé, ils le mettent dans des familles où il y a des pédophiles, où ils se font violer. On sait qu'ils se font violer, puis on les remet dans les familles. Et puis on va quand même les vacciner. Et puis on détruit la vie de vos gosses. Non mais c'est quoi ce pays? Ça c'est la France? Non, non, c'est pas ma France. Je ne reconnais pas mon pays, moi. Je ne reconnais pas mes aïeux, mes grands-parents, mes grands-oncles qui se sont battus pour ce pays, pour ça. Ils ne se sont pas battus pour ça. Ils se sont battus pour les idées de la Révolution. Et les idées de la Révolution sont les plus belles idées qui ont jamais été développées. Alors il faut les réveiller, ces idées. À présent, la nouvelle fourberie se met en place. Faire des vaccins sans aluminium ni mercure pour continuer à les vendre. Mais alors, qui mettront-ils à la place pour continuer à assassiner les humains? Parce qu'on sait que c'est comme ça que ça marche. Comme je vous l'ai lu avec cette ministre de la Santé finlandaise, qui déclare que c'est clairement dans les vaccins que se trouvent les poisons qui vont détruire les êtres humains. C'est une ministre qui a déclaré ça. Car il faut des malades pour continuer à faire vivre cette maudite industrie du faux bien. Mais c'est vrai, c'est dingue quand même. Comment se fait-il que les labos ne parviennent pas à guérir le cancer? Ils en sont incapables, mais incapables. Comment se fait-il que dans les années 30, Royal Rift, qui c'est dans mon livre, a réussi à créer une machine qui détruit les cellules cancéreuses? Une machine à fréquence? Posez-vous la question. C'est pourquoi, au lieu de souscrire aux sirènes, aux trompettes qui nous rendent sourds face à la parole divine de la vérité, les trompettes qui nous rendent sourds face à la parole divine de la vérité, nous devons reconnaître la pensée rigoureuse comme logique sérieuse qui s'oppose à celle du mensonge absolu, qui balayera la critique élémentaire des serviteurs d'Ariman, qui crient au complot dès qu'une notion les met devant le fait accompli. Dès que vous dites une chose qui sort de la pensée établie, vous êtes un complotiste. Une notion inventée par la CIA en 1967. La pensée est comme un missile qui pénètre le mal. C'est pourquoi tout est fait pour la détruire. Le fluor, l'aluminium, les déodorants où il y a plein d'aluminium. Pourquoi est-ce qu'ils mettent de l'aluminium dans les déodorants? Est-ce que vous savez qu'il y a des obus à l'aluminium qui ont rendu malades les Américains? Est-ce que vous le savez? Les soldats américains dans la guerre du Golfe qui utilisaient les obus à l'aluminium, mais ils sont complètement dingues maintenant à cause de l'aluminium. Vous ne savez pas, ben renseignez-vous. Il paraît dès lors bien étrange que la science n'ait pas sa place dans les mondes supérieurs. Pourquoi? C'est vrai, la science, alors ça c'est ceux qui crient au complot, ils appellent toujours à la science. La science, la science, la science. Je vous lirai une citation de Rudolf Steiner sur la science, ça va vous passionner. La science, c'est comme si c'était une référence, mais ce n'est pas du tout une référence, la science. La science, c'est un mensonge absolu. C'est le mensonge absolu. Il se cache derrière la science. Vous avez des preuves scientifiques? Des preuves scientifiques, des mondes parallèles? Ah oui, les grands scientifiques, ils en ont, mais ils les cachent, c'est pas publié. Et toi, l'imbécile, tu défends des fausses idées scientifiques. Et oui, les mondes parallèles existent, bien sûr qu'ils existent. Mais qu'est-ce que tu crois? Pourquoi la rationalité scientifique est-elle incapable de comprendre la spiritualité et les mondes éthériques? C'est vrai, pourquoi? Mais parce que la science n'est pas une science. Serait-ce parce que c'est un mensonge? Serait-ce parce que la science est un mensonge? Oui, la science est un mensonge. La science est un mensonge qui est dirigé par les banques. Mais oui, parce que toutes les avancées scientifiques sont financées par les banques. Et il faut qu'elles rendent, il faut qu'elles soient rentables. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Avant, c'était la religion qui empêchait la science d'avancer. Aujourd'hui, c'est l'économie qui empêche la science d'avancer. Non mais attendez, mais si la science permettait à l'humain d'avancer, mais on pourrait voler. On pourrait voler sans machine. On aurait développé les 90%, 95% des zones du cerveau qu'on n'exploite pas. Et on fait tout pour les détruire. Réfléchissez à cela.
La science s'acharne à proposer des molécules chimiques à l'humanité pour guérir des maladies comme le cancer, alors que la pâte de cannabis guérit presque toutes les graves pathologies humaines, de la maladie de Parkinson au cancer. C'est dingue, non? Vous avez vu sur mon mur, cet homme qui était atteint de la maladie de Parkinson, il a pris un tout petit peu de pâte de cannabis. En 3 minutes, le mec, il tremblait plus. Alors les scientifiques, les médecins, là, on les connaît. Ils vont dire, ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, alors pourquoi est-ce qu'on interdit le cannabis? Si c'est n'importe quoi. Pourquoi on nous interdit de fabriquer ça? Si c'est n'importe quoi. Est-ce pour cette raison que Monsanto Bayer fait désormais du cannabis OGM pour en réduire ses effets et détruire le consommateur à petit feu? Ah oui, parce que à partir du moment où on crée un OGM, on détruit le corps. Ebola, c'est un virus OGM. Presque tous les virus aujourd'hui sont des virus OGM, donc fabriqués par les laboratoires. Et vous payez bêtement ces gens-là? Réfléchissez un peu. Ils sont en train de vous assassiner. Le cannabis OGM, ça veut dire qu'il va y avoir une dépendance de plus en plus forte et une véritable destruction du cerveau. Une véritable destruction du cerveau. Stop. Je m'arrête ici. Ce soir, les bras de ma Funny Valentine m'appellent. Ma sweet Funny Valentine, qui me fait sourire avec mon cœur et qui apaise mes pleurs. Celle qui comprend ma peine et qui rassérène mon désespoir de voir notre monde crouler sous l'acharnement du mal. Et ce mal, c'est l'argent, c'est la finance. Et plus elle est haute, cette finance, plus elle est destructrice de la bonté humaine et de la beauté du monde. Pardonnez ma tristesse, parfois je ne suis plus capable de rire. Je suis lasse à force de m'épuiser à mettre en garde le lapin contre le chasseur. Et malgré cela, le voilà qui sort naïf de son terrier, où il vivait en sécurité, en se disant que le chasseur est là pour un autre. Mais non, il est là pour lui, lui qui n'a pas encore compris qu'il sera toujours le gibier. Nous vivons une époque formidable. Oh la vache, c'est une longue vidéo encore. Je suis désolé, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long. Mais il fallait quand même expliquer ce que c'est que l'attentat et le terrorisme. Pour que vous compreniez, pour que vous vous éveilliez un tout petit peu à cette conscience. Je ne suis pas le seul à parler de la sorte, je vous assure. Et je ne suis certainement pas un gourou ou quelqu'un qui me prend pour supérieur. Je vous assure, ne croyez pas ça du tout. Je ne me prends absolument pas pour supérieur, je suis à l'égal de vous tous. Et je vous remercie toutes et tous, vous qui m'envoyez des messages en MP, auxquels je réponds. Je réponds toujours. Et surtout que vos messages sont très touchants, souvent bouleversants. Et je vous remercie de la confiance et de la conscience que vous m'accordez. C'est formidable. Alors, comme je l'ai lu quelque part, je ne cherche aucun auditoire. Je fais mon travail comme je l'ai toujours fait. Ceux qui me connaissent le savent. J'ai écrit de longues années sur des blogs. Et maintenant, je me consacre essentiellement à Facebook. Et je fais mes vidéos, voilà. Donc, je vous remercie toutes et tous de votre bienveillance. Les autres, je ne les remercie pas, je m'en fous. Ils dégagent. Aucune importance. Tous les gens malveillants, j'en veux pas. Ça n'existe pas. Donc, à tous vous, les bienveillants, je vous aime tous. Et je vous dis salut. À bientôt.